Donc tout d'abord bonsoir, merci d'être présent pour cette conférence qu'on va faire à deux voix, Jérémy et moi. Donc c'est toujours assez intéressant de faire un séminaire sur l'Afrique de l'Ouest entouré de photos de glace. Je trouve que c'est un beau signe de justement ce rassemblement qui a été fait entre deux laboratoires qui avaient des cultures scientifiques à la fois communes, parce que le climat est quand même quelque chose d'assez commun avec les deux laboratoires, et puis d'amener des thématiques un peu nouvelles dans cette salle, l'ibouterie. Donc c'est vrai qu'on va parler un petit peu de climat, d'hydrologie sur l'Afrique de l'Ouest. Alors il y a une raison assez simple, c'est que finalement si on reprend les chiffres qu'a donné Gaël sur en gros 130 chercheurs qui travaillent dans le laboratoire, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent sur l'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est un groupe relativement consistant, certainement le plus gros à l'échelle nationale, peut-être même à l'échelle internationale. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on fait toute la recherche sur l'Afrique de l'Ouest, bien entendu, mais c'est assez important de le mentionner. Ça veut dire que ce qu'on va présenter inclut en partie des thématiques qui sont mentionnées ici autour de climat-énergie, climat-cycle de l'eau, hydrologie zone critique, avec un axe qui est plutôt, comme le titre l'indique, plutôt sur le cycle de l'eau. Et on a pris un angle quand même assez scientifique, c'est-à-dire qu'on a voulu passer quelques résultats scientifiques, et quand on parle de défis, c'est des défis qu'on va voir sociétaux, mais c'est aussi des défis scientifiques, parce qu'on est quand même des chercheurs, et peut-être qu'on va poser plus de questions que donner des réponses, et l'idée c'est de partager ça avec vous. Alors pourquoi l'Afrique de l'Ouest à Grenoble? Bon, il y a à l'IGE plusieurs tutelles, donc des universitaires. Jérémy et moi sommes des universitaires, et principalement l'Afrique de l'Ouest, elle a été amenée par des gens qui travaillent avec l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement, qui a vocation à vraiment orienter les recherches dans principalement la zone intertropicale, Amérique du Sud, Vietnam, Himalaya, et bien entendu l'Afrique. Alors pourquoi l'Afrique? Parce que c'est une région intertropicale, mais qu'elle a des caractéristiques et des enjeux assez spécifiques dans le paysage intertropical. Alors ça a été amené par l'IRD, mais on est un laboratoire mixte, et donc ces thématiques, elles agrègent des chercheurs donc universitaires, puisqu'on est universitaire, des chercheurs du CNRS, comme des chercheurs de Grenoble INP. Alors ce qu'on va voir dans cet exposé, on va un petit peu rappeler des caractéristiques liées à l'eau et au climat dans la région. On va expliquer pourquoi on parle d'un climat plus intense ou un climat plus extrême. On va essayer aussi de voir ce qu'on peut avoir comme connaissance à l'heure actuelle sur les projections futures autour de l'eau et du climat. Vous verrez que ça mixe des choses dont on a un certain nombre de certitudes, et puis beaucoup de choses qui restent encore très incertaines. Et on verra comment ça amène des questions et puis des orientations de nos recherches pour des défis d'adaptation et donc des défis de connaissance. Donc moi je vais commencer par vous faire voyager un petit peu avec un petit voyage climatique, avec un coût carbone qui sera relativement faible ce soir. Donc quand on va en région ouest africaine et particulièrement au Sahel, on a tout de suite des images qui nous viennent en tête, notamment d'une région où il fait un peu chaud et un peu sec. Niamey, qui est la capitale du Niger, en pleine zone sahélienne, eh bien, j'aimerais qu'on questionne un petit peu cette question de est-ce qu'il fait vraiment si sec que ça à Niamey? Alors dans la salle, qui a une idée de quelle est la quantité du cumul annuel qu'il pleut à Paris? Un mètre 20, c'est un petit peu moins, c'est la moitié à peu près 600 mm par an. C'est-à-dire que vous installez un seau au 1er janvier, vous le récoltez au 31 décembre, vous avez à peu près 600 mm qui est tombé dans le seau. Et à Niamey, si on met le même seau, et puis qu'on essaie qu'il ne s'évapore pas au cours de l'année, combien on récupère? À peu près 560 mm par an à Niamey, 590 à Paris. Bah alors c'est quoi la différence entre les deux climats? Quelle température en moyenne il fait à Paris à votre avis?
15 degrés, on est pas mal. On est pas mal, mais on est un peu dans le futur là déjà. Autour de 13, 12, l'ordre de grandeur est là. Et à Niamey, il fait combien en température moyenne? 28, 30, eh ben oui, c'est exactement ça. La moyenne du mois de mai à Niamey, si on prend tous les jours du mois de mai, c'est 35 degrés. Là, je pense qu'il n'y a pas grand monde d'entre nous, même moi, qui se rend compte de ce que c'est. Pour essayer de se rendre compte de ce que ça peut être, j'aimerais qu'on se remémore un petit peu nos deux canicules un peu phares en France, qui est la canicule de 2003 et la canicule de 2019. Ça, c'est la moyenne de température sur des stations françaises pour juin, juillet et août. 2003, on voit que sur les mois juin, juillet et août, on est à 23 degrés. C'est l'anomalie de température pour juin, juillet et août la plus forte qu'on a jamais enregistrée en France. 2019, c'est la deuxième plus forte. 2003 est caractérisé par la longueur de la canicule, 2019 par son intensité. Si on prend en particulier ces 2 années, qu'on regarde au niveau des stations françaises, combien de stations ont dépassé la température de 30 degrés? Eh bien, il y en a un certain nombre qui ne l'ont pas dépassé, même une grande majorité. Si on regarde celles qui ont dépassé le plus longtemps les 30 degrés, on atteint des chiffres qui sont de l'ordre de 4-5 jours. Donc voilà la température moyenne qu'on a à Niamey sur une année, ce que c'est en France, qu'on a vécu cet été, ces petites incommodations, et ben ça dure en moyenne toute l'année à Niamey. Donc voilà une belle différence sur la température. Et comment ça va impacter les modes de vie et vraiment faire qu'on a une grosse différence de climat et d'environnement là-bas. Et ben ça, c'est le cycle saisonnier qu'on a à Niamey et à Paris. Des précipitations qui sont les petits bâtons noirs mensuels et l'équivalent un indice d'évapotranspiration potentielle donc qui suit la température. C'est la quantité que l'atmosphère peut évaporer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à Paris, il peut à peu près chaque mois une même quantité de pluie et que l'évapotranspiration potentielle dépasse la pluie quelques mois de l'année, à peu près la moitié. Mais en moyenne sur l'année, cette évapotranspiration potentielle est à peu près égale à la pluie. À Niamey, la grosse différence, c'est qu'on est dans un climat de mousson, on a une forte saisonnalité, il pleut que quelques mois de l'année, en moyenne, la saison de mousson c'est juin, juillet, août, septembre, et il n'y a qu'un seul mois où l'évapotranspiration potentielle est inférieure à la pluie. Au total, l'atmosphère pourrait évaporer 4 fois plus que ce qui pleut. Donc ça donne une bonne idée de ce que de ce qu'est l'aridité dans ce climat. Donc c'est la saisonnalité marquée des précipitations et ça engendre forcément des questions en termes de ressources en eau parce que 8 mois de l'année il ne pleut pas. 8 mois de l'année il ne pleut pas et puis en plus quand il pleut, c'est le fait d'orages convectifs de mésochèle, c'est uniquement le fruit d'orage, la pluie au Sahel. Il y a en moyenne 40 à 50 orages par an qui passent sur la zone sahélienne, qui arrosent la zone. En dessous de ces orages, on a une très très forte variabilité des précipitations. Quand un orage nous arrive dessus, il y a un très fort pic d'intensité, puis ensuite une légère traîne stratiforme. La conséquence de ces orages, c'est que si on reprend notre seau de tout à l'heure, on coupe la pluie en deux, c'est-à-dire on prend la moitié du cumul annuel, la moitié de ce cumul annuel se remplit en 4 heures. Donc c'est les orages qui sont parmi les plus forts au monde. Ça c'est le front froid qu'on a devant un orage. Quand on reçoit un orage d'été à Grenoble, on sent souvent un petit courant d'air frais qui arrive avant l'orage, annonciateur que l'orage arrive. Là le petit courant d'air frais il est capable de déplacer un peu de poussière. C'est des monstres ces orages, c'est vraiment des monstres. Et c'est des orages parmi les plus forts au monde. Donc je le rappelle, 50% de la pluie tombe en moins de 4 heures. Et tout ça, ce régime climatique, ces températures très élevées, cette évapotranspiration qui est largement supérieure à la pluie, cette pluie qui est très intermittente dans l'espace, dans le temps, répartie sur une courte saison, va façonner les paysages de la région. Et les modes de vie, bien sûr.
Très au nord, au niveau du Sahara, on a des climats très secs, très arides, avec très peu de végétation. Un peu plus au sud, au niveau de la zone sahélienne, on reçoit déjà un petit peu plus d'eau, la saison des pluies dure un petit peu plus longtemps. On a des zones qui commencent à être relativement, avec un petit peu de végétation, un peu parsemées, quelques ligneux, assez peu encore. Plus au sud encore, on a des zones de savane, voire de forêt, lorsqu'on se rapproche de la côte, et là où c'est très humide, c'est un climat complètement tropical. Donc comme je le disais, tout ça a façonné les modes de vie qui sont très adaptés à ce climat qui est intrinsèquement rude. Avec quand même la question toujours en toile de fond, la question de l'accès et la question de la ressource en eau dans la région. Donc effectivement, ce qu'a montré Jérémy là sur le climat, ça amène intrinsèquement, du fait de ce climat très saisonnalisé, des problématiques liées à l'eau. Okay, on est dans une région où les ressources agricoles dépendent complètement de la saison des pluies et où l'activité économique est principalement liée justement à ces activités agricoles, vivrières, très peu irriguées. Donc toute la ressource est basée sur la pluie, qui est très dépendante de la ressource en eau, qui est effectivement intrinsèquement difficile à gérer. Et puis du fait d'avoir des orages parmi les plus forts au monde, assez paradoxalement, mais c'est le cas, on peut avoir aussi des épisodes d'inondation très sévères. Okay. Alors ça, ces enjeux liés à l'eau, bien qu'ils soient intrinsèques, ils sont aussi extrêmement exacerbés par la variabilité de la pluie dans la région. Donc ce graphe-là montre l'évolution des précipitations depuis les années 1900 jusqu'aux années 2000, et chaque bâton, ça représente les excédents de pluie par rapport à la moyenne, donc quand c'est au-dessus de zéro, et les déficits de pluie par rapport à la moyenne quand on est en dessous de zéro. Donc ça nous donne vraiment l'évolution sur le long terme d'une composante importante du climat qu'est la précipitation. Alors tout de suite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variabilité énorme des précipitations déjà d'une année sur l'autre. Ce qu'on va appeler la variabilité interannuelle des précipitations, qui de fait va exercer une pression directe sur la ressource agricole et ressources en eau. Et puis il y a quelque chose d'assez spécifique à la région, c'est cette énorme différence entre une période humide qui a commencé dans les années 50-70, relativement humide par rapport à la moyenne, et qui a été suivie de façon très brutale par une période de sécheresse extrême, intense, avec des pics qui se sont déroulés dans les années 70 et 80, et qui ont eu des impacts énormes sur les populations, vous pouvez vous en douter, et puis des impacts sur les ressources assez directs. Donc ça, c'est une illustration sur le fleuve Niger, donc, qui est quand même un des grands fleuves de la région. Ici, c'est les écoulements moyens sur les grandes périodes 50-70 et puis 70-2000, donc du fleuve Niger à Niamey. Donc il faut voir la surface, 400 000 km², c'est en gros la surface de la France. Donc on est quand même sur des grosses surfaces de collecte des eaux. Et on voit qu'il y a eu des diminutions drastiques des écoulements. Alors c'est des moyennes, ça masque quelque chose qui est la variabilité autour de la moyenne. Et par exemple, le fleuve en 1944 s'est arrêté de couler à Niamey. Donc un énorme 84, pardon, s'est arrêté de couler à Niamey au pire de la sécheresse. Okay. Donc évidemment, les impacts ont été énormes durant cet épisode de sécheresse sur les populations, au niveau de la sécurité alimentaire, des problèmes sanitaires, des problèmes aussi de migration, puisque les modes de vie adaptés à un certain endroit ne pouvaient plus être viables. Et donc voilà, ça a amené aussi de l'exode rural, certains conflits entre différentes ethnies. Et donc ça a forcément amené la communauté scientifique, dès les années 70, quand la sécheresse s'est installée, une partie de la communauté scientifique s'est vraiment préoccupée de cette région pour essayer de comprendre les mécanismes qui étaient associés à ce signal climatique, dont on sait maintenant que c'est le plus gros signal de sécheresse qu'on ait jamais enregistré dans toute l'historique des mesures météorologiques dans le monde.
Donc il y a eu beaucoup d'études dès les années 70, on cherchait de la cyclicité, et puis finalement au fur et à mesure, et finalement quand même assez tardivement dans les années 2000, on a compris que ces mécanismes étaient principalement liés à des effets de changement de température des océans, voilà, qui ont modifié la mousson et qui ont amené cet impact de sécheresse. Ce qui a coupé court à un débat qui a émergé au milieu des années 90 autour du rôle forcément du réchauffement climatique. Donc, a priori, on était dans un signal qui était assez déconnecté du réchauffement global. Alors il y a d'autres questions qui sont apparues dans la période qui a suivi. Au début des années 90, milieu des années 90, il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui ont commencé à parler d'éventuellement une fin de sécheresse. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde, donc ce que vous voyez ici, c'est une tendance sur le... Je vais prendre peut-être plutôt ça. C'est des tendances moyennes qui nous donnent un peu les grandes tendances sur les précipitations. Et on voit effectivement qu'on a une pluie annuelle qui remonte un petit peu. Donc assez rapidement, voilà, des publications qui parlaient de fin de la sécheresse et d'un mot qu'on va réemployer après, recovery en anglais, qui veut dire reprise, c'est-à-dire recover, c'est quand on est malade, on recover, et donc on n'est plus malade. Okay, rapidement, il y a eu une nouvelle problématique qui est venue se greffer avec ça, qui est une problématique d'inondation. Donc c'était assez cohérent le fait que finalement, avec une augmentation de la pluie, on ait une augmentation des inondations, des effets qu'on avait finalement assez peu pendant la période de sécheresse, qui semble un peu logique. Et puis ça s'est installé dans la littérature. Okay, tout le monde parlait de la recovery, recovery, recovery. Et je pense que ça a un petit peu interpellé un certain nombre de chercheurs, et en particulier ici à l'IGE, parce que cette notion de recovery, elle était assez discutable. Premièrement, parce que cette tendance-là qui remonte des précipitations, elle camoufle quand même des variations, et encore un certain nombre d'années sèches, qui étaient tout à fait ce qu'on voyait. C'est-à-dire qu'il y avait cette incompatibilité entre cette reprise des précipitations et le fait qu'il y avait encore des épisodes de sécheresse marqués, encore des famines fréquentes, avec des famines qui ont parfois été régionales, en 2010, en 2012, 2018, et d'autres famines plus locales. 2018 était peut-être plus locale. Et voilà, donc c'était un petit peu un message simpliste que de parler de recovery. Et puis un autre aspect qui est venu se greffer, effectivement, ce sont les inondations. Et en fait, quand on regarde les dommages liés aux inondations, entre les trois doubles décennies qui sont ici, on s'aperçoit que les impacts des inondations en termes de... Alors ici, c'est en termes de décès causés par les inondations, mais les dégâts ont le même comportement. On avait une augmentation exponentielle des dégâts sur les 2 dernières décennies. Donc ça a un petit peu interpellé. Comment expliquer un tel impact de cette sous-entendue reprise des précipitations sur les inondations? Alors, bien entendu, quand on se préoccupe des inondations et surtout des impacts des inondations, il se pose directement la question de l'exposition. Alors, est-ce que c'est du fait d'être plus vulnérable aux inondations qui explique qu'il y ait plus de dégâts? Et effectivement, dans la région, on a une croissance démographique élevée. On a aussi une concentration dans les zones urbaines qui est de plus en plus forte. Et donc, quand on a une concentration dans les zones urbaines, on a aussi beaucoup plus de vulnérabilité, beaucoup plus de dégâts, d'autant plus qu'il y a une forte concentration dans les zones urbaines qui est associée à un habitat dans des zones inondables, et puis qu'il n'y a pas forcément de planification urbaine dans l'habitat. Donc, il y a des éléments clairs qui nous permettent de dire qu'une partie de ce signal ici est liée à une augmentation de l'exposition des personnes aux inondations. Et en revanche, la question de l'aléa, finalement, donc l'aléa, ça va être tout ce qui est aléa hydrologique, c'est tous les facteurs naturels qui peuvent expliquer les inondations, autour de précipitations, crues. C'était beaucoup moins documenté. Si on regarde d'ailleurs dans la littérature scientifique, alors on voit ici les publications liées à la sécheresse, qui démarrent dès les années 70 avec une grosse concentration de publications qu'on mentionne ici, qui a continué et qui a amené encore des publications pour comprendre cette histoire de gros cycles de sécheresse. Et puis si on regarde le terme inondation, il est venu beaucoup plus tardivement et beaucoup moins bien traité. Donc dans les années 90 et 2000, les grosses questions étaient vraiment autour de cette problématique qui s'ajoute aux problématiques de sécheresse. Donc ça a amené des questions qu'ont mobilisé les scientifiques, à savoir autour de quelle est de façon quantitative l'évolution récente du cycle hydrologique dans la région,
en particulier sur les précipitations. Mais quand on parle de précipitations, c'est pas seulement les précipitations année par année, c'est-à-dire les précipitations qui vont peut-être causer des crues, c'est-à-dire à l'échelle des orages, qui sont finalement des échelles beaucoup moins bien documentées dans la région. Comment ça a un impact sur les écoulements? Éventuellement, comment ça aussi a un impact sur les ressources souterraines? Et puis, l'idée derrière, c'est essayer de comprendre les processus qui sont à l'origine de ces évolutions, processus climatiques et ou hydrologiques. Donc, quels sont les signes d'un climat plus extrême dans la région? Alors, on va essayer d'illustrer un petit peu comment s'est fait la démarche d'analyse sur les évolutions, sur ces problématiques plutôt liées aux inondations. Donc ici, on représente le bassin du fleuve Niger. Alors voilà, le fleuve Niger, c'est un bassin assez complexe parce que les écoulements se font dans ce sens ici, avec plusieurs branches, mais une branche principale qui commence dans une zone qui va être très végétalisée, dans un climat qui va être très pluvieux. Là, on va être sur des cumuls de pluie, donc c'est le foutage jalon supérieur à 1000 voire 1500 mm, est très végétalisé. Et puis le bassin ici a beaucoup moins d'affluents et finalement les eaux qui s'écoulent ici vont mettre du temps à arriver à Niamey. Pourquoi j'en parle? Parce que ici, les débits, donc c'est les débits qui sont représentés décennie par décennie, le sont à Niamey. Et ce qu'on voit en fait, dans toutes les décennies, c'est une bosse qui est ici et qui arrive au mois de février-mars, et qui est en fait produite par les écoulements qui sont issus de cette zone du foutage jalon et qui arrivent là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on retrouve la courbe qu'on vous a présentée tout à l'heure entre les années 50 et les années 70 et on voit le gros effet de la sécheresse. Et puis quand on progresse vers les couleurs vert clair, puis vert foncé et puis noir, on va vers les décennies les plus récentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bosse qui apparaît ici, dans cet hydrogramme, et qui est en fait liée à quelques affluents, ici, qui sont en zone sahélienne, et qui répondent à Niamey de façon beaucoup plus rapide, puisqu'ils sont beaucoup plus proches. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une énorme bosse qui arrive, là, qui amène certains hydrologues à dire qu'on est passé d'un hydrogramme dromadaire à un hydrogramme chameau, qui montre qu'on dépasse en moyenne les écoulements liés aux affluents sahéliens par rapport aux écoulements qui sont liés à toute cette zone drainée ici. Et donc ça pose beaucoup de questions, savoir pourquoi on modifie un régime hydrologique de telle façon. Donc il y a une chose qui nous a intéressés dans un premier temps, c'est de regarder, puisque ça à nouveau c'est des moyennes, est-ce que c'est lié à une évolution des crues. Donc les crues, c'est vraiment les débits les plus forts qui arrivent chaque année. Donc on a regardé les débits les plus forts chaque année, donc les max de chaque année, pour voir s'il y avait une évolution et depuis quand il y avait cette évolution. Et là, on tombe sur un résultat assez intéressant, c'est qu'on voit que des années 60, on a une espèce de petit plateau, puis ensuite on a une progression très constante des années 70 aux années 80, quasiment linéaire, et puis des records de crues qui sont plutôt centrés sur les dernières décennies. Alors ça pose tout de suite des questions, parce que c'est assez étonnant de voir que même pendant la sécheresse, on a eu des crues qui étaient en augmentation, ce qui est assez paradoxal. Donc ça a d'ailleurs donné un nom à un premier paradoxe que certains ont appelé le paradoxe sahélien. Donc immédiatement, les questions qui se posent, c'est quelles sont les raisons d'une telle évolution. Et donc il y a deux facteurs principaux qui permettent d'expliquer une telle évolution. Bon, le premier, c'est forcément autour des précipitations. Et en particulier les précipitations les plus extrêmes, qui sont les plus propices à produire du ruissellement et à créer des crues. Puis il y a une autre hypothèse qui a été avancée, qui a d'ailleurs été avancée avant la pluie, c'est que c'est autour des changements d'occupation et d'usage des sols qui, intuitivement, ont aussi un rôle important. Alors, intuitivement, on le voit parce que dans les villes, on imperméabilise, mais en milieu rural, sont un petit peu plus compliqués à appréhender. Alors, je vais commencer par exposer ce qui s'est passé au cours des dernières décennies sur la végétation. Alors, ce qui a été constaté par les chercheurs qui ont travaillé sur le sujet, c'est qu'au Sahel, il y a eu une énorme diminution de la végétation naturelle.
c'est un effet concomitant du climat qui rend la végétation, le couvert végétal moins propice en croissance. Et puis il y a un autre effet, c'est l'augmentation des surfaces cultivées qui est liée à l'augmentation de la population, mais aussi de l'extension des zones cultivées du fait de la sécheresse. Et ça, c'est illustré par exemple par un couvert végétal très typique de la zone sahélienne qui se développe souvent sur des zones de plateaux, qui s'appelle la brousse tigrée. Alors pourquoi c'est typique de l'environnement sahélien? Parce que ça se développe déjà sur des régions semi-arides. Alors les points que vous voyez là entourés de rouge, c'est des espèces de bosquets qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres et qui sont naturellement très bien organisés par rapport au climat et aux précipitations de la région. Pourquoi c'est adapté? C'est-à-dire que le fait d'être organisé en ligne, alors ça a donné le nom brousse tigrée parce que ça fait un petit peu des rayures, fait que en fait, la précipitation va former du ruissellement, et le ruissellement en s'écoulant va être en fait stoppé par la végétation qui a toute la possibilité de récupérer l'eau pour son développement et les nutriments qui vont avec. Et ce qu'on constate, c'est que années 55, 65 et 85, années de sécheresse, suite à l'année de sécheresse, il y a une dégradation progressive de ce couvert végétal. Et là, on voit qu'on perd complètement cette organisation qui rendait la croissance de cette végétation si efficace. Alors ça, hydrologiquement parlant, c'est évident que ça joue sur la production du ruissellement. Si vous enlevez la végétation, vous favorisez la formation de croûtes, de sol. Le sol devient beaucoup plus imperméable et beaucoup plus propice à la formation de ruissellement. Donc c'est évident que ce facteur a contribué à augmenter le ruissellement et donc contribué à augmenter les crues. En revanche, la pluie, finalement, jusque dans les années 2010, on avait assez peu d'informations sur l'évolution récente des pluies et en particulier aux échelles des orages. Donc on a beaucoup travaillé à l'IGE sur cet aspect. Vous voyez, Pantou, c'est lui. Alors pourquoi c'était peu étudié? Il y a un vrai problème de collecte de données, d'avoir suffisamment de données pour pouvoir justement regarder des signaux, les regarder statistiquement de façon fiable, etc. Donc on a réussi en collaboration avec différents services météorologiques nationaux, de Sénégal, Mali, Burkina, Niger et au Bénin. On a collecté suffisamment de données pour regarder la pluie à l'échelle journalière, qui est assez proche de l'échelle des orages. Et donc ce qu'indique ce graphique, c'est l'évolution du nombre de jours pluvieux par an. Donc c'est la fréquence de la pluie chaque année en quelque sorte. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est que du fait de la sécheresse, il y a une forte diminution du nombre de jours pluvieux, avec un minimum qui correspond très bien au minimum qu'on a eu dans les années 80 de sécheresse. Donc la sécheresse, c'était principalement une diminution de l'occurrence des orages. Et ce qu'on constate, qui est assez étonnant, c'est que sur la période récente, depuis les années 90, c'est que la fréquence des pluies, elle est relativement stable et qu'elle est à un niveau qui est quasiment le même que le minimum de la sécheresse. Ça veut dire que si on s'en tient au nombre d'orages qui arrivent par an sur la région, en fait, on est dans des conditions quasiment de la grande sécheresse sahélienne. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on avait cette espèce de reprise de précipitation? C'est si on regarde l'intensité des orages. Si on regarde l'intensité des jours pluvieux, alors là on voit un signal aussi avec une forte diminution durant la période de sécheresse. Et depuis le milieu des années 70, début des années 80, on a une augmentation de l'intensité moyenne des précipitations jusqu'à atteindre des niveaux qui sont similaires à ceux qu'on avait avant la sécheresse. Donc ça veut dire quoi? Même nombre que pendant la sécheresse, mais des intensités qui augmentent, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Donc se dire moins de pluie, mais quand il pleut plus souvent. Ça, c'est typiquement des choses qu'on attend d'un climat plus intense. Alors ça aussi, ça pose la question de dire, ok, c'est les pluies moyennes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la moyenne est tirée vers le haut ici? Donc on a essayé de regarder quelque chose qui peut amener la moyenne à aller vers le haut, ce sont les extrêmes. Donc là, on a eu des collaborations avec des chercheurs en Angleterre et des chercheurs en Afrique dans un projet commun. Et on a regardé, depuis 1980, l'évolution des orages les plus forts. Et ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble de la région, depuis 1980, il y a des changements énormes, donc qui peuvent aller jusqu'à 80% d'augmentation par décade, qui amènent en fait à conclure qu'il y a eu un triplement des extrêmes sur la région.
Alors les extrêmes pluviométriques, c'est quoi quand on essaie de regarder ça d'un peu plus près? C'est en fait des orages qui ont la caractéristique d'être extrêmement gros et développés verticalement. C'est des énormes cumulonimbus qui vont être très hauts, et en étant très hauts, ils vont produire une pluie extrêmement intense. Donc les climatologues qui ont travaillé dans cette étude, ils ont regardé les processus qui étaient en cause dans cette extension. Pourquoi on avait des orages qui à un moment partaient très haut? Et ils ont trouvé la cause dans quelque chose qui est au Sahara, en fait. Ce qu'ils ont montré, c'est que les différences de température entre le Sahara et le sud du Sahel favorisent l'émergence de ces gros systèmes. Plus le Sahara est chaud et plus le Sahel est moins chaud que le Sahara, et plus on a ces extrêmes. Or, le Sahara, il se réchauffe beaucoup plus que les régions alentours. Okay. Et il se réchauffe pourquoi? Parce que la planète se réchauffe. Donc ça a amené quand même un gros questionnement sur le fait qu'on était peut-être déjà sur les signes du réchauffement global sur cette région, qui a amené un climat plus intense, et ça pose évidemment la question de savoir si cette tendance elle peut se poursuivre. Alors ici je montre quelques composantes, puis ça montre quoi en fait? Le fait qu'on ait des combinaisons d'effets, ça montre que si on se concentre sur l'aléa hydrologique, donc les crues en particulier, en fait on est sur des systèmes qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que la trajectoire que va avoir l'aléa hydrologique, il combine à la fois des aspects liés au climat, des aspects liés à la société, des aspects liés à l'environnement hydrologique, la végétation, la propriété des sols, et qu'en fait toutes ces composantes sont liées et influencent soit directement, soit de façon intermédiaire l'aléa hydrologique. Et en fait, on arrive assez bien à expliquer finalement l'histoire qui s'est produite au cours des 50 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette sécheresse, elle a amené directement une modification des pratiques qui ont favorisé l'extension des zones cultivées. Okay. Et cette extension des zones cultivées s'est faite aussi par l'augmentation de la population, okay, croissance démographique. Quel impact ça a eu? La sécheresse agit sur la végétation, qui est dégradée, ainsi que les surfaces cultivées, qui vont aussi agir sur la végétation en diminuant les végétations naturelles au profit des cultures. Et ça va avoir comme effet de dégrader les sols, d'augmenter la concentration des écoulements. Et donc c'est pour ça qu'on a eu, même au cœur de la sécheresse, une initiation de l'augmentation des crues au Sahel. Et ce qui est aussi intéressant, que je n'ai pas mentionné dans l'évolution de la végétation, c'est qu'en fait depuis une vingtaine d'années, on constate un reverdissement du Sahel. Et ce reverdissement, en fait, il ne s'accompagne pas d'une reprise de la végétation, on va dire endémique. Par exemple, la brousse tigrée, elle n'a pas repris. Et puis ce reverdissement, il n'est pas partout de la même intensité, et ce reverdissement, il n'est pas partout. Et ce qui fait que pour l'instant, on n'en voit pas son effet. Et que finalement, l'évolution qu'on a des crues, il est assez similaire à la tendance initiée dans les années 70. Okay. Donc ça, c'est le fait que ça reverdit et qu'on ne voit pas les effets, c'est ce que les gens appelaient le deuxième paradoxe sahélien. Okay. Des choses finalement assez peu intuitives. Donc ça pose des questions sur l'évolution de ces systèmes dans le futur, et donc Jérémy va vous expliquer un petit peu ce qu'on sait de l'évolution du climat dans la région. Quand on s'intéresse au futur, notamment à projeter dans le futur l'évolution d'un système aussi complexe que le système Terre, où la société va interagir, différentes composantes physiques du système, la biosphère, la cryosphère, où tout va interagir, on est dans ce que Théo nous a décrit comme un système complexe. Et à l'échelle mondiale, c'est encore plus complexe, il y a encore plus d'interactions. Dans ce type de système, appelé système chaotique, quand on se projette, il y a des choses pour lesquelles on va avoir des certitudes, parce que c'est comme ça, puis des projections pour lesquelles on va avoir plus d'incertitudes et plus de doutes, probablement parce qu'il nous manque des interactions, parce qu'on a des paramétrisations d'un modèle qui manquent. Pour tout un tas de régions, il y a des choses où on est un peu plus incertain. Alors, je vais commencer par les certitudes. Ce qui est certain dans le futur à minima proche ou moyen terme, c'est qu'en termes de démographie,
l'Afrique subsaharienne va augmenter fortement sa population. On va passer à l'heure actuelle à quelque chose qui est un petit peu moins d'1 milliard à 3 voire 4 milliards à échéance de fin de siècle. En 2050, on est projeté d'être à peu près 10 milliards d'habitants sur Terre. La quasi-totalité de cette croissance démographique se fera dans l'Afrique subsaharienne et en Asie. Ça, bien évidemment, on va avoir des problématiques associées en termes de pression sur les ressources, qu'elles soient les ressources en eau, les ressources agricoles et la végétation. On pense aussi à une augmentation probable de la vulnérabilité, sachant que la majorité de l'accroissement démographique pourrait se faire dans les villes, zones où les populations sont vulnérables. Et une petite photo actuelle des dynamiques migratoires, des impacts sur les dynamiques de population. Ça, c'est un travail que Théo fait actuellement en collaboration avec des gens, des économistes. Et donc ça, simplement, juste pour donner le message, il y a plein de questions sur les dynamiques migratoires, mais c'est que la majorité des migrations se font d'abord intra-pays et ensuite intra-continent. Deuxième point où on a des certitudes pour le futur, c'est qu'on va avoir un réchauffement climatique à l'échelle planétaire, qu'il est déjà en cours. Il est déjà en cours, on peut le regarder dans le passé. Sur cette carte, ce que je montre, c'est la différence de température entre la période 1950-1970 et la période actuelle 2000-2020. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle mondiale, si on prend la température mondiale, on a pris 0,7 degrés sur cette période. Et en termes d'augmentation de température, ce qu'on voit, c'est que sur tous les océans, on augmente moins fortement que sur les continents. Donc les continents chauffent plus vite. Et parmi les continents, ce qui chauffe le plus fort, c'est les hautes latitudes, les zones qui sont proches des pôles, et les zones tropicales, notamment les zones tropicales semi-arides. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest. Si on se projette dans le futur, ce que nous disent les modèles climatiques, c'est que cette tendance va se poursuivre. On va continuer à chauffer globalement la Terre. Sur le scénario le plus pessimiste du GIEC, on chauffe vers 4, 5, voire plus la température moyenne globale, et que cette augmentation de température sera plus forte, encore une fois, sur les pôles, les zones tropicales semi-arides. Alors ça, qu'est-ce que ça implique foncièrement en termes de mode de vie, en termes de climat qu'on connaît? En haut, 2 climats tempérés, donc ce que nous on connaît, les climats de latitude moyenne. En bas, 2 climats tropicaux. En gris, c'est le climat qu'on connaît. C'est-à-dire c'est la variabilité interannuelle qu'on a habituée dans notre climat. Si je vous pose la question dans les 30 années passées, quelle température vous avez connue, vous allez me dire voilà, j'ai connu en 70, admettons, une température très froide, la moyenne interannuelle était de 11 degrés, puis en 2003, j'ai connu une température interannuelle très chaude, j'ai connu 13 degrés. Et bien ça, c'est la bande grise. Et puis dans chaque région du monde, cette bande grise est plus ou moins épaisse. Il y a des régions où la variabilité interannuelle est plus ou moins grande. Dans les zones tropicales, cette variabilité interannuelle est assez faible de la température. Dans nos régions, elle est assez forte. Et puis, autre point, c'est que dans les régions tropicales, la température va monter plus fortement que dans nos zones. Et bien, ces deux effets, ça implique quoi? Ça implique que nous, on va connaître un climat qui est différent de celui qu'on a connu dans les périodes passées, un climat différent dans assez longtemps. Ça se trouve, on connaîtra plus de canicules aussi froides que celle de 2003 qu'en 2100. Par contre, les pays tropicaux, eux, ils vont connaître un climat qui est nouveau, qui n'ont jamais expérimenté dans leur région, très rapidement, potentiellement dans les décennies qui viennent, voire dans la décennie qui vient. Ça, en termes d'adaptation, ça va être massif. Et ça va poser des problèmes en termes d'impact négatif sur différents points. Le premier point qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est l'impact sur l'agriculture. Ça, c'est des scénarios à horizon 2031-2060 de rendements culturaux faits par différents modèles agricoles sur différentes régions du Sahel, en comparaison donc, à une période passée, 61-90. Et donc là, c'est la perte de rendements culturaux, parce que tout est négatif, et on voit que la perte de rendements culturaux projetés, c'est entre 10 et 25%. Et ça, c'est quelque chose qui vient principalement de la physiologie des plantes, c'est-à-dire qu'elles ont une gamme de température à partir de laquelle elles meurent, quoi, elles meurent grillées, quoi. Comme les vignes cet été à côté de Vérarques. Sachant que ça, c'est un scénario assez optimiste parce qu'il y a plein d'autres facteurs dont on sait
qui sont connus qui vont avoir des impacts négatifs sur les rendements, notamment la vie du sol. C'est-à-dire que la vie bactérienne, la vie de toutes les petites bébêtes qu'il y a dans le sol, elle va être impactée négativement par une hausse des températures. Et donc les rendements culturaux, là, on imagine que les impacts sont encore plus négatifs que ça. Alors c'est quoi le problème à ça? On pourrait dire, comment on pourrait s'adapter à ça? On va aller chercher des semences, des cultures différentes dans d'autres régions du monde. Eh bien non, parce que c'est une des régions du monde où en fait le climat est le plus rude, et trouver des climats où on cultive qui sont plus rudes que le Sahel, eh ben c'est très dur, il n'y en a pas. On ne va pas réussir à trouver des semences qui vont bien aller. Donc il faut s'attendre à avoir une perte de rendement culturel sur la région dans les décennies qui viennent. Autre impact, et celui-là on va pouvoir essayer de le sentir un petit peu, c'est l'impact sur la santé humaine. Moi, vous, les humains sur Terre, notre température corporelle c'est 37 degrés. Quand il fait trop chaud, ce qu'on fait pour se maintenir à 37 degrés, c'est qu'on transpire. On transpire, on a de l'eau sur notre peau, l'évaporation de cette eau fait qu'on refroidit la fine pellicule d'air autour de notre peau. Donc on refroidit notre corps. Et donc cette capacité de refroidissement elle dépend de deux facteurs, à minima de deux facteurs principaux, la température et l'humidité. Pour qu'on puisse supporter des températures très très élevées, il faut que l'humidité soit très très faible. Et donc si on coupe ces deux facteurs, avec des indices thermiques, qui sont représentés ici 0, 1, 2, 3, donc du jaune au violet. En 3, c'est des indices où on donne la température et tout le monde va nous répondre dans cette salle, tout le monde répondra « eh ben là, je suis en souffrance thermique ». En rouge, 50% de la population, des populations interrogées sont en souffrance thermique. Il y a une partie qui n'est pas en souffrance thermique. Ça, c'est la période de référence, la période actuelle, le climat actuel. Quasiment toute la région, pendant la période la plus difficile, juin, juillet, août, c'est où on a le plus de souffrance thermique, une bonne partie de la région connaît une souffrance thermique importante. Ça, c'est un scénario 1.5. C'est ce qu'on vise avec l'accord de Paris dans le cas les plus positifs. On voit qu'il y a une nouvelle catégorie qui arrive, qui est une catégorie de souffrance thermique importante, car toute la population se dit en souffrance thermique. Et cette zone grandit énormément lorsqu'on passe un scénario de température moyenne globale à 2 degrés. Derrière ça, il y a potentiellement des températures létales, des températures auxquelles on ne peut pas vivre dehors sans risquer pour sa santé, pour sa vie, quoi. Tout ça, on en était sûr. L'augmentation démographique et tous les impacts liés à la température, parce que ça va chauffer dans la zone. Ça va chauffer plus fort, comme je vous l'ai dit, sur le Sahara que sur les océans, donc sur le golfe de Guinée. Donc on va augmenter le gradient thermique entre l'océan et le Sahara dans le futur. Et ça, comme vous l'avez dit Théo tout à l'heure, ça a été un des facteurs récents aux orages plus intenses, aux orages plus extrêmes. Donc on pense qu'à court terme, ce mécanisme qui était présent dans les années passées va se poursuivre. On devrait augmenter les précipitations extrêmes dans la région dans les années qui viennent. Par contre, dès qu'on va plus loin, on est beaucoup moins sûr et on imagine qu'il peut y avoir des rétroactions avec l'océan, comme on a vu pendant la grande sécheresse, avec la végétation, avec plein de choses. Et donc quand on va plus loin dans le futur, ce qu'on voit avec les simulations climatiques, c'est beaucoup moins clair. Alors, ici, c'est les simulations climatiques pour le passé, pour le futur, donc les tendances linéaires pour le passé et pour le futur, de la précipitation annuelle, donc du seau qu'on a mis par terre tout à l'heure. Quand c'est en jaune, ça veut dire qu'au fil des années, on reçoit de moins en moins d'eau dans notre seau. Quand c'est en vert, on reçoit de plus en plus d'eau dans notre seau. Donc pour le passé à gauche, pour le futur à droite. Ici, c'est la moyenne des cumuls annuels simulés par les modèles de climat en bleu et la moyenne des observations en rouge. Donc déjà, ce qu'on peut observer sur ce graphique, c'est que les simulations sont dispersées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord entre les modèles de climat sur les précipitations. Il y en a qui nous disent qu'il pleuvra plus, il y en a qui nous disent qu'il pleuvra moins. Deuxième point à remarquer, c'est qu'ils ont une certaine difficulté à représenter toute la variabilité des précipitations passées, et même le plus fort signal climatique jamais enregistré au monde pendant la période récente, ils ont du mal à le reproduire. La seule chose qui est cohérente entre eux, c'est le dipôle Est-Ouest,
entre le sel ouest qui serait plus sec dans le futur et le sel est qui serait plus fort. Pardon. Le sel ouest qui serait plus sec dans le futur et le sel ouest qui serait plus humide dans le futur. Ça pose vraiment la question, est-ce que c'est suffisant? Si je vous dis, il pleuvra un peu plus dans votre seau, est-ce que c'est suffisant pour définir des stratégies d'adaptation? Sachant que Théo nous a parlé d'extrêmes, de la fréquence des orages qui augmente, qui descend, de l'intensité des orages, et finalement c'est ça qui compte pour s'adapter, et pas simplement de nous dire qu'il pleuvra plus ou moins dans notre seau sur une longue période. La variabilité d'une année à l'autre compte aussi. Et donc, tout ça est assez peu contraignant pour définir des stratégies d'adaptation, quand bien même la ressource en eau est une question clé dans la région. Donc ça veut dire que le défi de l'adaptation, c'est un réel défi. C'est-à-dire c'est comment on s'adapte alors que finalement on est dans un contexte qui est assez incertain pour le futur. Donc on va voir que la connaissance qu'on a acquise par l'évolution passée va donner les orientations des différents types d'adaptations qui sont en cours, mais que ça pose effectivement des vrais défis de connaissance. Alors, il y a quand même des leviers possibles. Donc on a vu qu'il y avait un climat plus extrême, c'est-à-dire pas plus de pluie que pendant la sécheresse, mais des pluies plus intenses, donc un climat plus extrême, qu'il y avait des chances pour que ça se poursuive au moins dans les décennies proches, que le futur plus lointain est un petit peu complexe, mais voilà, les leviers sont lesquels? Premier, autour de l'accès à l'eau, c'est qu'en fait, il y a une ressource souterraine qui est existante, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette étude-là de 2018 montre par exemple l'évolution des grands systèmes d'aquifères, alors c'était à l'échelle globale, mais on peut en extraire l'Afrique, issus de données satellites qui permettent de documenter les grandes réserves d'eau souterraines. Et on voit que déjà il y a des grandes réserves en Afrique de l'Ouest et que potentiellement elles ont tendance à croître. Et ça a été étudié de façon plus précise par des collègues de l'IGE qui ont participé à une grosse étude internationale qui a regroupé à nouveau des gens d'Angleterre, des chercheurs africains et puis quelques chercheurs français qui ont regardé quel était justement le lien entre la précipitation et la recharge de ces aquifères. Et donc là, j'ai sélectionné 2 aquifères parmi les nombreux aquifères qui ont été étudiés pour regarder justement ce qui se passait. Alors c'est assez intéressant, il y a des choses qu'on comprend assez bien. Alors on va se concentrer par exemple sur un aquifère du Bénin, celui qui est en vert, à Kokodji, et qui montre des choses assez cohérentes, c'est-à-dire que plus il pleut et plus l'aquifère se recharge. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que finalement, des fois, la géologie fait que, quel que soit l'appui que vous apportez, vous avez une recharge limitée. Okay. Et ce qui est intéressant de voir sur ce graphe, c'est que finalement, pour un cumul annuel donné, il peut y avoir des recharges très différentes. Et ce qu'a montré cette étude, c'est que finalement, ce qui explique la différence entre les recharges les plus faibles et les plus fortes, c'est les événements extrêmes de pluie. C'est-à-dire que les quelques événements intenses de pluie vont participer beaucoup à la recharge des aquifères. Et ça se voit très bien ici, sur des aquifères qui sont d'autres types là, autour du Niger, où on a une année complètement extrême, un cumul annuel pas très fort, mais expliqué par 1 ou 2 événements très extrêmes qui ont amené une grosse recharge. Et alors ça peut être vu comme une sorte d'opportunité, c'est-à-dire de voir l'aquifère comme un objet hydrologique qui va tamponner cette intensification du cycle hydrologique. Okay. Donc c'est un premier levier. Deuxième levier, il y a des options d'adaptation qu'on connaît sur la gestion de surface, en particulier à l'échelle régionale, c'est les grands barrages. Il y a des réseaux hydrographiques très développés avec des grands systèmes fluviaux. On a parlé du Niger tout à l'heure. Il y a le bassin du Sénégal, de la Volta, Gambie, etc. Donc on a des gros systèmes avec finalement une ressource de surface qui est pour l'heure assez peu valorisée. Donc il y a beaucoup de projets de barrages en cours et des projets de projets. Et donc c'est un second levier sur la gestion de l'eau de surface. D'ailleurs qui est très motivé par les politiques nationales. Autre mode d'adaptation possible, qui est beaucoup plus à l'échelle locale, et donc qui est beaucoup plus motivé par des initiatives locales ou des ONG qui vont pousser ce type d'aménagement, c'est autour de la réhabilitation des sols.
Alors, la réhabilitation des sols, c'est quoi? C'est de faire des aménagements qui ont pour but de retenir l'eau. Donc ça peut être des cordons pierreux, ça peut être des ailes, donc des trous qu'on fait dans la terre, plutôt ici les ailes, ou alors voilà, des demi-lunes qui vont stocker l'eau, ou des méthodes de sarclage, etc. Un certain nombre de choses dont le but est quoi? Donc multiple, conserver les sols, hein, c'est-à-dire que quand on évite l'érosion, eh ben, on conserve le sol. Stocker le ruissellement, un peu comme le faisait la brousse tigrée en quelque sorte. C'est-à-dire que sur les versants, on va essayer de reproduire des mécanismes qui font que le ruissellement va être stocké et donc va moins aller à l'aval. Et puis l'eau stockée, bah, elle va avoir aussi des usages divers qui peuvent être pour l'agriculture et pour le bétail. C'est par ailleurs assez vertueux dans le sens où c'est aussi une réappropriation de méthodes qui ne sont pas nouvelles, qui ont parfois un peu disparu et qui permettent aussi à l'échelle locale de se réapproprier la problématique de l'eau et de trouver des solutions locales. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Alors un exemple, hein, c'est ça. Hein. Ici on a un système de brousse tigrée qui a été détérioré et on remplace ça par ce qu'on appelle des banquettes. Donc c'est simplement des tranchées qui sont réalisées. Et puis ici, à l'intérieur des derniers espaces de brousse tigrée, on va faire des demi-lunes. Okay. Et vous voyez là le stockage associé aux banquettes lorsqu'il pleut. Alors ça pose quand même un certain nombre de défis de connaissance, les eaux souterraines, les eaux de surface. Est-ce que ces leviers peuvent répondre vraiment aux défis des modifications qui sont en cours et à venir? Donc ça nécessite d'évaluer les opportunités, mais aussi les risques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les défis de connaissance sont autour de quoi? D'abord, il faut qu'on puisse évaluer la durabilité des ressources. Quand bien même on a une ressource souterraine qui est avérée, il faut vraiment avoir une information sur la recharge pour voir si elle est compatible avec les prélèvements qu'on peut y faire. Et puis, il faut analyser la qualité de l'eau. Donc ça nécessite de continuer à observer, instrumenter, mesurer, quantifier. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués dans des initiatives qui peuvent être très locales ou régionales pour développer des nouvelles techniques géophysiques ou satellites pour mesurer le contenu en eau. Et puis, ils associent ces mesures à des nouveaux modèles qui permettent de cartographier, qui permettent de regarder l'évolution des aquifères de façon la plus précise possible. Et puis, il y a aussi des travaux sur l'optimisation des prélèvements. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les prospections de ressources, elles se font de façon relativement intuitive. Et ça arrive parfois qu'on fasse un forage, que ce soit un forage sec, ou que ce soit un forage qui coule, mais dont la recharge est complètement inférieure à ce qu'on peut y prélever. Et donc ça pose des problèmes, ça rend des puits secs. Là, c'est un puits défaillant, par exemple. On ne voit pas bien sur l'image, mais il est tout sec, parce qu'il ne répond pas à la demande qui lui a été associée en termes d'irrigation. Et puis là, on voit un puits qui fonctionne, et donc là, c'est plus intéressant, parce que ça marche, il y a de l'eau, et puis le puits, c'est aussi un centre névralgique d'animation des villages. Alors, défi de connaissance autour des barrages. Les barrages, c'est assez intéressant, parce que les initiatives, elles sont majeures. Hein. Tous les pays veulent leurs barrages pour pouvoir répondre aux besoins d'irrigation, besoins hydroélectricité, et puis éventuellement protection des crues. Alors, les barrages, c'est dimensionné par rapport au régime hydrologique. Or, vous vous souvenez de ce graphe-là qui montre l'augmentation des crues sur le fleuve Niger? Alors, si on traduit ça en langage d'ingénieur qui va dimensionner un barrage, on va utiliser la notion de... Alors, tenure level, ça veut dire de temps de retour, les crues de temps de retour 10 ans, etc. Je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à ça. Par exemple, pour Grenoble, les aménagements qui sont faits sont pour la crue de temps de retour 200 ans. Ça veut dire, en fait, c'est la crue qui a une chance sur 200 d'être dépassée chaque année. Donc là, on a fait un petit jeu à partir de ces données, c'est de regarder justement la crue qui a une chance sur 10 d'être dépassée chaque année. Eh bien, elle évolue forcément puisqu'il y a plus de crues. Donc sa fréquence, alors sa valeur change. La fréquence est la même, la valeur change. Ça veut dire quoi? Dans les années 60, alors le graphe n'est pas très bien fait, on voit pas bien, mais en gros on est autour de 800 mètres cubes par seconde. Et puis elle croît jusqu'à atteindre quasiment le double dans les années 2010. Okay, donc la crue décennale n'est pas du tout la même. Or, en Afrique de l'Ouest, les normes hydrologiques qui sont utilisées à l'heure actuelle pour dimensionner tous les ouvrages hydrauliques ont été établis dans les années 70 et pas réactualisés depuis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ouvrages qui ont été faits à cette époque ou qui sont faits à partir de ces méthodes, ils sont un petit peu en souffrance. Okay, et donc il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont sous-dimensionnés.
Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai rôle de transfert de connaissances scientifiques sur l'évolution du climat vers ceux qui vont dimensionner les ouvrages et qui vont les concevoir. Okay. Défis de connaissances associés à la réhabilitation des sols. Bah, est-ce que franchement, les petits aménagements qu'on peut faire à côté du village, ça peut avoir des grands effets? Okay. Et ça, c'est une vraie question. Okay. Ces aménagements-là, à nouveau, ils sont très vertueux et ils sont poussés par les ONG, mais est-ce qu'ils prennent en compte le fait qu'on est dans un climat qui va changer et est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à ça? Donc là aussi, il y a des chercheurs de l'IGO qui travaillent sur ces questions et qui sont en train de documenter de façon quantitative comment ces ouvrages fonctionnent. Et je vais vous montrer là un résultat qui permet de voir en fait sur quelques versants qui ont été équipés comment justement le ruissellement va être modifié par les ouvrages. Donc ici on part de 2009 jusqu'à 2017 en partant du bleu vers le rouge. En 2009 sur le bassin qui a été équipé, là, enfin, instrumenté et puis où il y a eu des banquettes, donc on voit l'évolution. Et les aménagements se sont multipliés au cours des années. Et ce qu'on voit, c'est que pour une pluie donnée, en fait, le ruissellement va être largement modifié. Par exemple, pour 60 mm, en 2009, sans aménagement, on avait des ruissellements qui pouvaient atteindre de l'ordre de 50 mm. Et avec les aménagements, ça a été diminué à moins de 10 mm. Donc oui, effectivement, il y a un vrai effet de ces ouvrages. Et ça peut... sur des différentes problématiques, jouer un vrai rôle de modification du cycle hydrologique local. Donc il y a certainement beaucoup à attendre de ce type d'aménagement, encore faut-il bien documenter tout ça. Alors il y a une chose aussi, c'est qu'il peut y avoir des effets inattendus quand on fait ce type d'aménagement. Je vais montrer un exemple ici. Donc Saint-Louis du Sénégal. Donc c'est au nord du Sénégal, à la frontière mauritanienne. Alors la photo vous montre ici la côte, le nord est à gauche et le sud à droite. Et ça aurait été peut-être plus simple de la montrer comme ça. En gros, le Sénégal, le fleuve Sénégal, a son embouchure ici. Et cette embouchure a posé un certain nombre de problèmes, puisqu'il y a de plus en plus d'inondations. Et l'embouchure est assez exiguë, puisqu'il y a un banc sableux ici. Et donc la difficulté d'évacuation de l'eau par cette embouchure a été considérée par les autorités comme un problème. Et en 2003, il y a eu une inondation et la décision a été prise de dire on va faire une brèche dans le cordon sableux ici pour faciliter l'évacuation des eaux. Donc ils ont fait une brèche ici, donc assez simple, hein, on creuse sur 4 mètres de largeur pour évacuer les eaux. Et le truc, quand même, et ça rejoint un petit peu l'idée du systémique que je vous montrais, c'est-à-dire quand on touche à quelque chose, on touche à une variable là, qui est l'écoulement de l'eau, et puis on va en fait modifier d'autres choses. C'est-à-dire que, et il y a des personnes ici qui sont spécialistes, on sait très bien que l'eau elle est en interaction avec le lit, et en particulier les sédiments. Ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, la petite brèche de 4 mètres, elle a fait 200 mètres. Et puis l'année suivante, 750 mètres, 1,6 km, 2,4 km et 5 km. D'accord ? Quel impact ça a eu ? Déjà, on n'a pas modifié énormément les crues, parce que les crues, elles sont certainement aggravées par des problèmes d'évacuation à l'exutoire, mais on n'a pas changé le fait que les crues, elles arrivent de l'amont. Hein. Et la grosse quantité d'eau, elle vient du bassin versant dans sa globalité. Par contre, qu'est-ce que ça a provoqué ici ? L'entrée d'eau saline directement sur les zones habitées et impacter directement les aquifères par des entrées d'eau saline. Donc c'est finalement un remède pire que le mal, puisqu'on a apporté de la salinisation des eaux sans modifier les problématiques des crues. Okay. Et des effets comme ça, d'ouvrages qu'on va faire, qui ont un impact inattendu, on en a des milliers d'exemples. Okay. Donc ça demande d'avoir vraiment des approches très systémiques, et à nouveau, ça parle du défi de connaissance. Okay. Donc on va conclure cette présentation avec des messages clés, mais qui récapitulent. Donc on a une région qui a un climat intrinsèquement rude, okay, mais qui a aussi qui est fortement peuplée et qui a des populations qui ont des pratiques adaptées à cette rudesse de climat. Mais ça pose vraiment des questions
dans ce contexte où à la fois le climat, l'environnement et la société vont changer, ça va forcément bouleverser les modes d'adaptation. Okay. Et donc ça nécessite de fait de repenser, et puis dans l'urgence, je pense que le graphe de la température qui sort du climat actuel plus vite qu'ailleurs, ça amène la notion d'urgence, de repenser les pratiques, les stratégies d'adaptation, et puis de mettre la connaissance au service de cette adaptation. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque, la connexion avec la société, notamment pour les chercheurs qui travaillent à l'IRD. Le fondement, c'est d'essayer d'avoir de l'applicabilité et de travailler avec les décideurs. Mais je pense que plus que jamais, c'est nécessaire d'ancrer les recherches avec ces décideurs, avec ceux qui vont prendre les décisions d'adaptation. Okay. Et ça change quand même un petit peu le centre de gravité de la recherche par rapport à ce qu'il y a pu avoir dans des décennies précédentes. Okay. Et puis, il y a d'autres défis importants à prendre en compte, et je laisse Jérémy conclure sur ça. Alors moi, je tenais, je ne pouvais pas vous laisser partir sur le fait que vous puissiez penser qu'on pourra s'adapter à tout. Les défis locaux qui se poseront dans chacune des régions du monde sont intrinsèquement liés maintenant. On s'est engagé sur une trajectoire un peu glissante, où les défis locaux seront intrinsèquement liés à la trajectoire globale que le système Terre prendra. C'est vrai pour tout le monde, ça sera vrai d'abord au Sahel, mais ça sera vrai un jour ou l'autre pour nous. La question que je vous pose ici, c'est peut-on s'adapter à tout? Avec une petite illustration de notre système Terre qui pourrait devenir ce qu'on appelle une hot Earth. Au fur et à mesure qu'on réchauffera l'atmosphère, on va passer des points de bascule et on va arriver dans des choses qui sont du domaine de l'irréversibilité. On ne pourra plus revenir en arrière. Alors sur le changement climatique, sur les empreintes que l'homme a sur son environnement, il y a un consensus scientifique. Tout le monde est d'accord, on impacte fortement notre environnement, la Terre va chauffer. Les accords de Paris à 1,5 et à 2 degrés sont déjà quasiment virtuellement atteints dans ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère. Les leviers qui nous restent, c'est de savoir si on sera à plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 6. Et sur tout ça, il y a un consensus scientifique. Il reste un petit peu de débat dans les terres scientifiques sur cette question que je vais vous laisser garder pour vous, parce que moi je n'ai pas la réponse, simplement vous donner un élément sur l'incertitude qu'on a dans la communauté. Il y a des économistes du groupe 3 du GIEC qui nous disent sur le produit intérieur brut global, ça ne fera pas grand-chose, le changement climatique. À plus 4, on est à quelques dizaines de pourcents de produit intérieur brut. Il y a d'autres, du GIEC aussi, notamment l'équipe H-Stephen, qui nous disent avec plus 4, on peut embarquer 1 milliard d'êtres humains sur Terre. À plus 4, la capacité de charge de la Terre, ce n'est pas plus d'1 milliard d'êtres humains. Alors, entre ces deux extrêmes, moi j'en sais rien, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait. Moi, la seule chose que je sais, c'est que je n'ai pas vraiment envie de savoir qui a raison. Et je vais vous laisser là-dessus.